Et je vais donc donner la parole à Sébastien Pommier, directeur général de l'AGAPI et qui est également membre du groupe technique national Séraphin PH. Donc, son intervention a pour titre « Les enjeux des nouveaux modes de régulation médico-sociale ». Bonjour à toutes et à tous, merci de cette invitation et de cette complexité à essayer de synthétiser les enjeux des nouveaux modes de régulation médico-sociale en une grosse demi-heure pour qu'on puisse laisser un peu de temps au départ. Donc, en guise de préambule, peut-être, si on peut passer à la slide suivante. Alors je précise que effectivement, j'ai préparé un petit support d'une quarantaine de slides qui vous sera donné par la suite. Donc, en guise de préambule, peut-être de rappeler que la régulation des établissements et services médico-sociaux, alors ce qu'on appelle régulation, c'est en gros ce qu'on appelle les autorisations, les habilitations et la question de la tarification jusqu'au bout d'ailleurs, c'est-à-dire jusqu'au contentieux de la tarification. Donc la régulation des établissements et services sociaux et médico-sociaux est un chantier extrêmement polymorphe, on va le voir juste après, qui et l'intervention précédente autour de la MDPH 95 le démontre, et c'est une des particularités quand même assez récente et portée par une très forte volonté politique, j'y reviendrai, et se traduit par de nombreuses réformes en cours qui présentent de mon point de vue au moins 5 points communs. D'abord, je vais insister là-dessus et je vais essayer de vous le démontrer. Ce qui est pas particulièrement marquant dans l'ensemble de ces réformes en cours, c'est qu'elles traduisent une sorte d'inversion du modèle antérieur. C'est-à-dire qu'on parle souvent de changement de paradigme ou de révolution copernicienne. C'est exactement ce qui est en train de se passer sur un certain nombre de sujets qui touchent à cette question essentielle de la régulation médico-sociale. Le deuxième point commun, c'est de mon point de vue que ces réformes en cours font du CPOM, le fameux contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, une sorte de clé de voûte du système à venir. J'essaierai de vous le démontrer. Le troisième point commun, qui complexifié les choses, c'est que ces réformes-là en cours sont interdépendantes. Interdépendantes, ça veut dire qu'elles sont effectivement extrêmement liées, mais que en plus d'être liées, avancer sur l'une implique inévitablement d'avancer sur l'autre ou sur les autres. Et ce qui pose effectivement un certain nombre de difficultés, et du côté des institutions médico-sociales elles-mêmes, qui sont obligées finalement sur un certain nombre de sujets de couvrir plusieurs lèvres à la fois, et du côté des autorités de tarification ou des administrations qui effectivement ont du mal parfois d'ailleurs à savoir quelle est la bonne priorité. La remarque tout à l'heure de Madame la directrice adjointe de l'NDPH sur les communautés 360 me paraît extrêmement illustrante à ce sujet. Bien entendu, le quatrième point commun, c'est que l'ensemble de ces réformes en cours visent un objectif commun et collectif qui est la transformation de l'offre, ce qu'on appelle la transformation de l'offre dans un contexte de virage inclusif. Et puis dernier point commun bien entendu, et plutôt l'objet de mon intervention, c'est que ces réformes en cours, elles continuent quand même de poser un certain nombre de questions, un certain nombre d'enjeux. On essaiera de les pointer, bien entendu, on les pointera pas. Donc, dans ce contexte-là, peut-être slide suivante, s'il vous plaît. Dans ce contexte-là, voilà, si on devait faire un schéma récapitulatif de tout ce qui est en train de se passer et de tout ce qui concerne la transformation de l'offre, et on aurait au moins cette petite marguerite-là, et on pourrait rajouter d'ailleurs d'autres pétales indubitablement. Et là, je reviens au sujet tout à l'heure. Je ne peux pas, bien entendu, en une demi-heure, évoquer tous les sujets qui nous concernent là. Donc, je vais, et j'ai fait le choix d'en évoquer principalement deux, que je considère comme les plus radicaux dans cette affaire-là, radicaux au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui touchent vraiment aux racines de cette question de la régulation médico-sociale. Je vais vous parler de la réforme de la tarification, sans du tout d'ailleurs, enfin, sans trop empiéter sur l'intervention ensuite de M. Vergniaud au titre de la CNSA sur Séraphin. Parce que avant Séraphin, il y a eu une réforme de la tarification qui, à mon avis, dont Séraphin n'est qu'une conséquence, d'une part. Et puis l'autre élément qui me semble moi tout aussi radical et tout aussi important, c'est la réforme des autorisations, dont on parle finalement assez peu, ou en tout cas beaucoup moins que la réforme de la tarification et Séraphin, mais qui, de mon point de vue, est au moins aussi importante et constitue au moins autant une révolution copernicienne, comme je l'évoquais tout à l'heure. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour finir cette introduction? Bon, rappelez, alors je ne me rentre pas dans les détails, mais je le disais tout à l'heure, on a sur cette affaire-là du virage inclusif un énorme portage politique
avec effectivement le président de la République qui a fait de la construction d'une société d'inclusion une des grandes priorités de son quinquennat. Alors bien sûr, ça c'était aussi avant la crise pandémique et toutes les difficultés que nous connaissons depuis, mais il y avait effectivement clairement inscrit dans la stratégie nationale de santé un objectif global de transformation du système de santé, et que dans cette transformation du système de santé, la question de l'offre médico-sociale en général et en particulier pour les personnes en situation de handicap était clairement inscrite. Et c'est là effectivement qu'on retrouve et qu'on refait du lien entre des éléments qui dataient d'avant, réponse accompagnée pour tous, qui datent avant de 2018, mais aussi des réponses qui arrivent juste après. On a cité les communautés de 360, on a d'autres, les territoires 100% inclusifs, etc., etc. Donc un certain nombre de démarches qui sont issues de cette volonté politique forte et de ce portage politique fort. Alors, quand même, pour résumer la situation, c'est quoi cette transformation de l'offre? C'est quoi ce virage inclusif? C'est au moins 5 choses. C'est d'abord le renforcement des interventions d'acteurs du secteur médico-social dans le milieu ordinaire. C'est-à-dire que là, c'est clair, la logique, c'est l'autodétermination et c'est l'objectif de la personne en situation de handicap, c'est à terme, en fonction de ses besoins et de ses compétences, de vivre en milieu ordinaire. La deuxième évolution issue de ce virage inclusif, c'est être en capacité de diversifier les prestations qui sont proposées par les acteurs du secteur médico-social et en premier lieu, bien entendu, les établissements et les services. C'est l'effectivité d'une organisation graduée de l'offre avec des acteurs qui vont jouer un rôle de fonction ressources, avec des acteurs d'ailleurs, alors je pense que ce sera précisé tout à l'heure par M. Verneau, mais des acteurs qui existent déjà, les institutions sociales et médico-sociales, mais des acteurs peut-être qui sont en devenir, avec par exemple des coordonnateurs de parcours ou des fonctions qu'on ne connaît pas encore, mais dont on pressent qu'elles ne vont pas tarder à émerger dans le secteur. Le quatrième point là-dessus, c'est et objectif de ce virage inclusif, c'est faciliter l'intervention conjointe de plusieurs acteurs pour la construction de réponses modulaires. Et on voit bien que quand on rajoute les acteurs jouant une fonction ressource et une intervention conjointe de plusieurs acteurs, ça va se poser la question évidente de la coordination. Et derrière ça, la coordination par. Et puis, le dernier élément, mais qui est très important, c'est le renforcement de la capacité de l'offre à accompagner les personnes en situation complexe, puisque effectivement, l'idée aussi de ce virage inclusif, c'est et c'est la conséquence du premier point qui est le renforcement des interventions dans le milieu ordinaire, c'est d'orienter principalement le milieu non ordinaire, les institutions sociales et médico-sociales classiques ordinaires telles qu'on les connaît, vers les cas les plus complexes et les cas les plus difficiles. Voilà en gros ce que, en guise d'introduction, je voulais rappeler, et pour rappeler un peu ces fondamentaux-là de ce que c'est que le virage inclusif, d'où ça sort et par quoi ça peut se traduire. Donc, dans ce contexte-là, je l'ai dit, j'ai fait le choix contraint, je m'en excuse de me focaliser sur deux réformes que j'ai qualifiées tout à l'heure de radicales. La première étant la réforme de la tarification des établissements et services pour personnes en situation de handicap. Si on peut passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Voilà. Encore, et pour rappeler effectivement que pour rappeler effectivement que là, on est finalement avant Séraphin. On est en tout cas, à ce moment-là, Séraphin a démarré, mais on est sur deux textes fondateurs au cas d'espèce. On est sur l'article 75 de la loi de financement de sécu pour 2016 et on est sur deux décrets qui, eux, datent du 21 décembre 2016 et qui sont les décrets 2016-1814 et 2016-1815 et qui ont été ensuite codifiés tous les deux au sein du Code de l'action sur les familles, et c'est la section 4 de la partie réglementaire de la tarification médico-sociale. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui nous dit ces textes en synthèse? D'abord, la loi de financement de sécu pour 2016 qui, comme toute loi de financement de sécu, entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit, en l'occurrence le 1er janvier 2017. Cette loi, elle nous dit que on va généraliser les CPOM qui deviennent obligatoires pour tous les établissements et services du champ des personnes en situation de handicap, de compétences exclusives ou partagées de l'ARS plus les SIAD. Donc, dès lors que je suis, et c'est le premier élément, dès lors que je suis un établissement et service PH totalement ou partiellement financé par l'assurance maladie, comme donc mon autorité de tarification est l'Agence régionale de santé, ou que je suis
un SIAD, je dois, selon un calendrier déterminé par chacune des agences régionales de santé, je dois obligatoirement, et qui se termine en 2023, je dois obligatoirement signer un CEPOM qui, pour le coup, devient obligatoire, alors qu'auparavant, les CEPOM n'étaient que facultatifs, même si l'histoire du droit nous avait démontré qu'à de nombreuses reprises, les tentatives de rendre obligatoire les CEPOM dans le secteur médico-social, après l'avoir fait dans le secteur sanitaire, et avaient été nombreuses et variées. Dans ce contexte-là, dès lors que je signe mon CEPOM obligatoire, c'est le deuxième point, et dès lors que j'étais financé, par exemple, en prix de journée, MAS, IME, par exemple, je bascule dans une logique de dotation globale ou de forfait global. Alors, je vous rappelle qu'en droit, la différence entre la dotation globale et le forfait global, c'est que la dotation se négocie alors que le forfait ne se négocie pas. C'est intéressant de noter que là, on est au début de Séraphin. Séraphin n'a pas fini son travail, il n'a pas fini à peine démarré son travail, mais déjà, on prend l'hypothèse, juridiquement, dans le règlement, que le tarif de demain, la dotation globale, pourra se négocier ou pourra ne pas se négocier. Et c'est pour ça qu'on pose la règle selon laquelle ça peut être donc une dotation globale ou un forfait global. Alors, ne pas se négocier, ça veut dire que ça peut être basé sur un algorithme, une équation tarifaire, etc., etc. On y reviendra. Et puis, la troisième conséquence de cet article 70 de la loi de finances publiques pour 2016, c'est non, c'est pas l'article 70, pardon. Et c'est effectivement un nouveau cadre budgétaire et comptable. Dès lors qu'on bascule dans les CEPOM obligatoires, on sort de la logique budget prévisionnel, budget exécutoire, compte administratif, et on bascule dans la logique EPRD, enfin, tableau d'activité prévisionnelle, EPRD, ERD. Voilà. Donc la révolution, elle est là. Hein. Elle est au 1er janvier 2017. La vraie révolution de la tarification, elle est à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle est dans un système. Elle nous fait basculer dès lors qu'avec un fait générateur, c'est la signature d'un CEPOM obligatoire, on bascule dans un système inversé de tarification sur lequel je reviendrai juste après. Ces dispositions prévues par la loi de finances publiques pour 2016 vont être dans la foulée, en tout cas à la fin de l'année, en décembre 2016, vont être codifiées, vont être concrétisées par un décret et codifiées donc au sein du Code de l'action sur la famille. Et c'est là effectivement qu'on bascule dans une logique de tarification à la ressource et on inverse le modèle tarifaire. Et le dernier élément de papier cadeau de cette affaire, c'est l'année d'après, avec 2 ans après, pardon, avec la loi de financement de sécurité pour 2018, son article 70, qui boucle cette affaire en rappelant effectivement 2 principes. J'en ai noté qu'un là, mais il y en a un deuxième qui est aussi important. C'est d'abord le principe d'affectation libre des résultats dans le cas d'un CEPOM obligatoire, mais aussi, et en conséquence de quoi, la non-opposabilité de la convention collective dès lors que je suis dans cette logique-là. Alors donc du coup, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où je signe un CEPOM obligatoire, je bascule d'un modèle classique de tarification à un modèle inversé de tarification. De quoi s'agit-il? Slide suivante, s'il vous plaît. Donc le modèle, quel est-il? Suivant. Donc l'idée, c'est de passer du modèle classique à un modèle. Attendez. L'idée, c'est de passer d'un modèle classique à un modèle inversé de tarification. Le modèle classique de tarification, c'est celui qu'on connaît dans notre secteur depuis 1975 et même avant. C'est un modèle, c'est le modèle budget prévisionnel, budget exécutoire, compte administratif, qui consiste à ce que on parte effectivement du niveau d'activité de l'établissement ou du service. C'est quoi le niveau d'activité? C'est qui il est. C'est son projet associatif, son projet d'établissement, son plateau technique, son milieu, son territoire, milieu urbain, milieu rural, les pathologies, sa typologie, masse, femmes, IME, etc. Et voilà, son plateau technique, la façon dont il travaille, etc., etc. Et donc, on part donc d'un niveau d'activité. Et le rôle du directeur, slide suivant, le rôle du directeur, c'est bien, c'est d'être cette flèche-là, cette flèche rouge-là, c'est-à-dire le rôle du directeur à travers un exercice qui s'appelle le budget prévisionnel, qu'on dépose au 31 octobre après l'avoir arrêté par l'organe statutairement décidant, etc., etc. Ce niveau d'activité, il est traduit par le directeur de l'établissement par des charges d'exploitation, compte de classe 6, avec groupe 1, groupe 2, groupe 3, c'est-à-dire que le directeur, chaque année, va, dans ce modèle classique, produire un budget prévisionnel et dire, voilà, moi, pour être ce que je suis et pour produire ce niveau d'activité-là, voilà les charges en personnel, en dotation aux amortissements, en charges d'exploitation courante, voilà les charges qu'il me faut et que je vais solliciter, que je vais présenter à mon autorité de tarification. Je vais y rajouter dans mon BP, slide suivante s'il vous plaît, la reprise de résultats et nos deux. Et là, j'ai un article du Code de l'action sur les familles, le R314-14, qui dit que ce BP doit être équilibré. Et donc, une fois que j'ai construit ma colonne de charges, je vais pouvoir
slide suivante, construire ma colonne de produits. Voilà, je vais considérer un certain nombre de recettes en atténuation, par exemple les porteurs hospitaliers lorsque je suis une maison d'accueil spécialisée. Et slide suivante, il va me manquer quoi? Les produits de la tarification. Et c'est ces produits de la tarification-là, le compte 73, que je vais négocier avec mon autorité de tarification dans le cadre d'une procédure contradictoire avec j'ai une proposition de tarif, j'ai 8 jours pour répondre, 8 jours calendaires, et je dois répondre avec un rapport circonstancié démontrant les raisons pour lesquelles je ne peux pas assurer mes missions dans les conditions normales de qualité et de sécurité avec ce qui m'est proposé, etc., que vous connaissez par cœur. Et au final, j'ai un arrêté de tarification qui va fixer mon tarif, que ce soit un prix de journée, une dotation globale. Ça, c'est le modèle classique. Slide suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est le modèle classique qu'on qualifie de équilibre par les tarifs et les dotations négociées par l'établissement. Autrement dit, le tarif de l'établissement, sa dotation globale, son prix de journée, c'est la variable d'ajustement de son équilibre budgétaire. Ça, c'était avant. C'était avant que je signe le CEPA obligatoire. Parce que dès lors que je signe le CEPA obligatoire, je vais basculer de ce modèle classique à un modèle dit inversé. Ce modèle inversé, slide suivante, s'il vous plaît, ce modèle inversé, lui, il nous dit quoi? Il nous dit on part aussi du niveau d'activité. Mais vous voyez que ce niveau d'activité, il est plus à gauche et il ne va plus déterminer mes charges prévisionnelles. Il est à droite et il va, slide suivante, déterminer quoi? Il va déterminer les produits de ma tarification. Autrement dit, au 31 octobre, dans le modèle classique, je déposais un budget prévisionnel avec des charges prévisionnelles. Dans le modèle inversé, au 31 octobre, je rends aussi à mon autorité de tarification, je produis un document, mais c'est le tableau d'activité prévisionnelle. Voilà l'activité que moi, je compte produire l'année prochaine. Activité d'ailleurs qui est sans surprise parce que normalement, elle a été contractualisée dans le cadre du CEPOM. Ce niveau d'activité va donc se traduire par des produits de la tarification. Ces produits de la tarification vont se rajouter, auxquels vont se rajouter, comme dans le modèle classique, slide suivant s'il vous plaît, des recettes, des produits en atténuation. Voilà. Et à ce moment-là, moi gestionnaire, moi directeur général, une fois que j'y vois clair sur mes produits, ben, je vais pouvoir déterminer mes charges. Autrement dit, je vais à ce moment-là, slide suivante, s'il vous plaît, je vais déterminer mes charges, je vais dépenser de l'argent et je vais dépenser mon tarif en groupe 1, groupe 2, groupe 3 de dépenses et j'informe l'autorité de tarification comment je vais le faire à travers l'outil EPRD. Et à ce moment-là, dans l'esprit de la réglementation, deux cas. Soit je suis, cette suivante, un bon gestionnaire, je fais un résultat positif et je le garde, affectation libre de résultat. Soit je suis un mauvais gestionnaire, je fais un déficit. Soit je suis un bon gestionnaire, je fais un excédent, et je le garde. Soit je suis un mauvais gestionnaire, je fais un déficit et je le garde aussi. Et donc l'idée, c'est de dire qu'au final, on a un résultat possible en fonction du choix du gestionnaire. Voilà un peu l'inversion. Slide suivante. La question est de dire que vient faire Séraphin là-dedans. Séraphin, c'est la flèche en haut à droite. Séraphin travaille et réfléchit à comment on passe du niveau d'activité à ces produits de la tarification. Dans le champ des EHPAD, on sait depuis 2009 comment on passe du niveau d'activité aux produits de la tarification. On sait, ça s'appelle une tarification au scoring, et on sait que c'est un outil Agir Pathos qui nous permet, à travers un score et une valeur de points, de passer du niveau d'activité au produit de la tarification. Le rôle de Séraphin, pour préciser sans rentrer dans le détail de Séraphin qui sera largement exprimé cet après-midi, le rôle de Séraphin aujourd'hui, c'est dans le champ des ESMSPH, dans le cadre de cette logique inversée de tarification, de passer comment on fait, quel algorithme, quel tarif plafond, quel modèle de tarification on prend pour passer valablement, de façon homogène, de façon équitable et de façon simplifiée, c'est ça les attentes du Séraphin, du niveau d'activité à ces produits de la tarification. Comment fait-on tant qu'on n'a pas Séraphin? Le Séraphin aujourd'hui n'a pas abouti sur son modèle de tarification. Eh bien, tout simplement, c'est le CEPOM qui dit. C'est bien la preuve qu'on peut fonctionner sans Séraphin dans un modèle inversé de tarification. La réforme de la tarification, elle a déjà eu lieu, je viens de vous le démontrer. Elle fonctionne aujourd'hui sans Séraphin et elle pourra continuer à fonctionner sans Séraphin ou tant que Séraphin n'aura pas fini son travail. Et ce qui fera la clé de voûte du système, que je disais en préambule, c'est bien dans ce contexte-là, le CEPOM. Voilà. Alors, donc du coup, slide suivante, s'il vous plaît. Encore. Voilà. Donc du coup, cette inversion du modèle tarifaire, elle se traduit par ce qu'on appelle un pilotage par les recettes. L'idée, c'est de partir des besoins des usagers, bien sûr, de le traduire en prestations.
ça, c'est un des éléments clés de la phase 1 des travaux de Séraphin, les 3 premières années de Séraphin, c'est les nomenclatures. C'est les nomenclatures qui nous font passer des besoins, les fameuses nomenclatures besoins-prestations, qui nous font passer d'une logique de besoin à une logique de prestation. Une fois que j'ai décliné mes besoins en prestations, eh bien, moi, directeur, je le décline en activités, et ces activités-là, elles vont se traduire par des recettes. Ça, c'est la phase 2 de Séraphin avec le modèle de tarification. Ces recettes, moi, directeur, je vais les traduire par des dépenses. Ces dépenses vont me permettre de décliner des moyens qui vont permettre de répondre aux besoins. Voilà, en gros, en quoi on a, de ce point de vue-là, encore une inversion du modèle tarifaire. Alors, dans ce contexte-là, slide suivante, s'il vous plaît, quelles sont, c'est la question qui m'était posée, c'est dans ce contexte-là, quels sont les enjeux et les points de vigilance. Alors, j'en ai listé quelques-uns, mais il y en a évidemment plein d'autres, et peut-être on pourra en débattre. Slide suivante, s'il vous plaît. On pourra en débattre. Le premier enjeu, et j'ai envie de dire l'enjeu principal, c'est un peu un slogan de Séraphin, et c'est tarifier autrement pour accompagner différemment. Le chantier Séraphin est un chantier extraordinaire. Moi, ça a été dit, j'y participe depuis le début, et c'est passionnant de voir cette intelligence collective qui se met en œuvre, voilà, cette honnêteté intellectuelle qu'on trouve d'ailleurs autour de la table, je tiens à le préciser, du côté de la CNSA, la DGCF, etc. Après, on n'est pas d'accord sur tout parce qu'on n'est pas tous de la même place, mais il y a un vrai travail extrêmement riche et pertinent. Les nomenclatures, les ENC, etc. le démontrent, à quel point c'est un travail qui n'avait jamais été fait avec une telle ambition, une telle envergure dans notre pays. Donc, c'est important pour moi de le saluer à ce niveau-là. Et vraiment, l'enjeu de Séraphin, c'est tarifer autrement pour accompagner différemment. J'ai envie de dire, l'enjeu d'ailleurs, c'est plus accompagner différemment que tarifer autrement. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit précédemment très très bien et qui est beaucoup mieux que ce que je le ferai par les représentants de la MDPH. Donc, l'enjeu, c'est vraiment là un double enjeu articulé. C'est-à-dire que vraiment trouver le moyen de tarifer autrement, mais surtout pour proposer un autre type d'accompagnement. Donc, la question qui va se poser à nous et qui se pose déjà à nous, c'est comment on fait. Deuxième enjeu fort, c'est l'enjeu entre la tarification et la planification. On sait très bien que ce qui devrait faire planification, c'est les besoins. Souvent, malheureusement, et c'est une dérive, ce qui fait planification, c'est la tarification. Et donc là, voir comment, effectivement, une réforme de la tarification ne risque pas d'entraîner une réforme de la planification. Autrement dit, de voir comment tarifier autrement va peut-être cacher les vrais besoins et entraîner des déficits ensuite en termes de planification. Le troisième enjeu, c'est les systèmes d'information. On est nul dans le secteur médico-social sur les systèmes d'information. On est en galère là-dessus. Et là, effectivement, il y a un enjeu très fort. C'est-à-dire que vraiment, on sait très bien que l'avenir du secteur, c'est connaître les besoins et mesurer l'activité. C'est les deux grandes questions qui vont se poser à nous. Connaître les besoins et les repérer, et connaître et savoir mesurer l'activité. Peut-être, je pense que cet après-midi, M. Vergniaud y reviendra sur la question de la mesure de l'activité, parce que Séraphin se réapproprie en ce moment ce travail-là. Et donc voilà, là il y a deux enjeux majeurs et sur lesquels qui vont fonder effectivement la nécessité d'avoir des systèmes d'information performants. Et alors je ne veux pas parler de l'ensemble du secteur, mais je pense malheureusement que sur cette question-là, on est encore un peu à la ramasse et qu'il faut faire beaucoup mieux. La question des conflits de droit, parce que l'objectif de Séraphin, l'objectif du virage inclusif, l'objectif de la transformation de l'offre, l'objectif de l'autodétermination, c'est bien entendu d'offrir, et c'est tant mieux, encore plus de droits aux personnes en situation de handicap. Sauf qu'on est en France et qu'on est justement dans un pays de droit, et que dans un pays de droit, plus on offre des droits, plus on ouvre des portes à des contentieux. Donc se posent des questions énormes sur la création ou pas de nouvelles juridictions, par exemple. Voilà, il y a des questions qui vont arriver très rapidement sur cette affaire. Et dès lors qu'on va augmenter le droit des usagers, on va rentrer en conflit avec le droit des institutions sociales et médico-sociales, le droit des autorisations à dépenses publiques que leur enveloppe législative, le droit des salariés sur des questions d'amplitude, de temps de travail, etc. Enfin bref, voilà, ça fait bouger les lignes, sachant que dans notre secteur, on a souvent tendance à considérer que il y a énormément de réglementation, etc. Moi, de ma place, d'abord, il faut bien que les avocats travaillent, mais de manière générale, de ma place, c'est pas tant l'affluence de textes qui me pose problème, c'est surtout la façon dont certains de ces textes rentrent en conflit avec d'autres et qui mettent souvent les institutions sociales et médico-sociales en grande difficulté. Et puis le dernier enjeu que moi je peux faire, mais une fois de plus, il y en a beaucoup d'autres, c'est la mise en œuvre d'un modèle de tarification avant les conclusions de Séraphin,
l'idée, c'est de dire que tant que Séraphin n'aura pas conclu sur son modèle de tarification, qu'est-ce qui fera quoi? C'est le contrat pluriannuel d'objectifs et moyens, et ce qui renvoie à des questions fondamentales qui sont s'agit-il d'un vrai contrat? Est-ce qu'on a vraiment la capacité à négocier, etc., etc. Donc, tant qu'effectivement Séraphin n'aura pas fini son boulot, on sera quand même notre tarification reposera sur notre capacité véritablement à contractualiser véritablement avec nos autorités tarifaires. Au final, sur cette affaire, slide suivante, s'il vous plaît. Au final, sur cette affaire, quelles sont les conséquences de la réforme? Mais le coût est déjà parti. C'est d'abord la détermination de coûts de référence, et Monsieur Vergnaud en parlera sans doute cet après-midi, mais aujourd'hui, dans le modèle tarifaire, dans l'état d'avancement actuel des travaux de Séraphin et sur le modèle tarifaire, pour ceux qui ont déjà vu passer des choses là-dessus, le socle et la partie socle et la partie majoration sont les deux premières composantes sur les 5 du futur puzzle que constituera le tarif de mer. Les 2 premières pièces, ces deux pièces-là, le socle et la majoration, relèvent de normes nationales. Et donc, on va aller évidemment vers la détermination de coûts de référence. Ces déterminations de coûts de référence vont entraîner une disparition de la procédure budgétaire contradictoire telle qu'on la connaissait dans le modèle classique et nous faire entrer dans une logique de convergence tarifaire impérative, en tout cas partielle, sur une partie du tarif. Avec en déclinaison 3 questions qui se poseront à nous, dont 2 sont déjà réglées. La non-opposabilité de la convention collective et la disparition de la reprise de résultats, ça c'est déjà l'article 70 de la loi de finances publiques pour 2018 qui l'a traité. Et puis une question qui se pose, alors moi qui ai eu l'honneur d'avoir cette fonction pendant 10 ans en PITSS pendant 5 ans et au Conseil d'État en Cour nationale pendant 5 ans, la question de la disparition de la tarification qui soit va purement et simplement disparaître, soit va être une sorte de juge de l'application et de la bonne application du contrat, puisque la clé de voûte de la tarification, ce sera le contrat. Eh bien, le juge de la tarification, s'il continue à exister, ne sera plus un juge vraiment qui va déterminer si le tarif est le bon, mais qui va vérifier si le tarif est cohérent avec le contrat qui a été signé. Voilà pour le premier point, le premier sujet que je voulais aborder avec vous très rapidement, je vais vite, qui est celui de la réforme de la tarification. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous ce matin, slide suivante, c'est la réforme des autorisations. Avec là encore quelques éléments d'abord de contenu, c'est-à-dire voilà quel est le paradigme juridique de cette affaire. Slide suivante s'il vous plaît. Encore. Merci. Donc là, le cadre juridique, c'est quoi? C'est le fameux décret du 9 mai 2017, le décret 2017-982, qui est relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou maladies chroniques. Ce décret s'étant traduit par un seul document qui a été divisé en 2, enfin qui en a traduit par 2, mais c'est le même document. C'est une instruction pour les services de l'État et un guide méthodologique pour les structures type les MDPH par exemple ou les conseils départementaux qui ont vocation à utiliser cette nouvelle nomenclature, mais pour lesquels, effectivement, qui ne sont pas en lien de subordination avec l'État et donc qui ne relèvent pas du mécanisme des instructions. Et puis, une instruction très technique qui date, elle, du 27 juin 2018, qui est relative à la mise en œuvre, à la traduction de cette nouvelle nomenclature dans le FINES, parce que le point de départ de ce travail-là, ça a été effectivement l'arborescence finale. Alors, de quoi parle-t-on et quels sont les objectifs et les enjeux de cette réforme des autorisations? Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on part d'un constat. Le constat, et on se raccroche au préambule, le virage inclusif, la transformation de l'offre et la fluidité des parcours, c'est ça les objectifs. Et donc, le constat, effectivement, c'est de voir à quel point les modes de catégorisation des ESMS et les contraintes spécifiées au sein des autorisations, avec le type d'accompagnement, le type de handicap, l'âge, constituent des obstacles à la continuité de l'accompagnement des personnes. Autrement dit, on se trouvait, et on se trouve encore malheureusement, mais le décret que j'évoque ici va sans doute permettre d'améliorer les choses. On se retrouve avec des arrêtés d'autorisation qui sont d'une précision absolue, qui nous impliquent
Alors, le type d'établissement, c'est assez normal. Le type de population et de pathologie, OK. Jusqu'à l'âge, voire même le nombre de feuilles qu'il faut aux arbres dans la cour de récréation de l'IME. Donc, l'idée, c'est vraiment de faciliter tout ça, parce que plus on fait des cases, plus pour aller d'une case à l'autre, il faut repasser devant la MDPH, etc. C'est ça l'idée, quoi. Et donc, du coup, l'idée, c'est de rendre ces autorisations plus, en tout cas, c'est le terme que moi j'utilise, qui est mon terme à moi, plus plastique, j'y reviendrai après, de rendre ces autorisations plus plastiques de manière à, effectivement, faciliter la fluidité du parcours et passer d'une case à l'autre. Si la case est plus plastique, je n'ai pas besoin d'en sortir finalement pour passer dans une autre. Donc, les enjeux, à partir de ce constat, on a posé 3 enjeux. Premier enjeu, c'est lever les freins administratifs et organisationnels à la transformation de l'offre et à la mise en œuvre des parcours, avec une nomenclature simplifiée opposable, avec la possibilité de travailler en dispositif et en permettant des regroupements de capacités, j'y reviendrai. Deuxième enjeu, c'est permettre aux établissements d'adapter leur accompagnement à des publics toujours plus diversifiés dans leur typologie. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, ça n'est plus aux usagers à s'adapter aux établissements et services, c'est aux établissements et services à s'adapter aux usagers. Et donc, et comme la carte d'identité de l'établissement, c'est bien son arrêté d'autorisation, il faut plasticiser, assouplir cette carte d'identité de manière à ce que cet établissement ou ce service soit en capacité de s'adapter à l'usager pour ne plus obliger justement l'usager à s'adapter à l'établissement. Et puis le dernier enjeu, bien entendu, c'est offrir une souplesse administrative propice à l'individualisation des parcours et à la prévention des refus de prise en charge. Alors, dans l'objectif, c'est important, c'est pour ça que c'est en gras, sans pour autant imposer à ces établissements et services un accompagnement dès lors qu'ils ne disposent pas des ressources spécialisées nécessaires ou de partenaires pouvant intervenir en appui. OK, on verra tout à l'heure, si j'en ai le temps, que quand même, cette affaire-là, malgré cette intention-là, fort louable, dans la pratique, elle pose des questions s'agissant des procédures d'admission, j'y reviens. Donc, si on devait schématiser, slide suivante, s'il vous plaît, ces objectifs et ces enjeux, on distinguerait des enjeux collectifs, la simplification et l'assouplissement du régime des autorisations, mais un fonctionnement en dispositif. Je crois que c'est Monsieur Gacouin qui évoque cette question-là, donc je n'en dirai pas plus à ce niveau-là. Une meilleure adéquation entre les réponses et les besoins, et donc faciliter aussi les questions de planification sur lesquelles j'évoquais déjà auparavant. Et puis des enjeux individuels, avec la capacité des établissements à s'adapter à un public toujours plus diversifié, dans les typologies, les besoins et les aspirations, permettre encore plus un libre choix et plus de droits auprès des personnes, et puis prévenir, et ça renvoie à la question de l'admission, prévenir les refus de prise en charge. L'application de ce truc-là, parce que quand même on a été prudent dans le cadre de la rédaction de ce décret, rappelez effectivement, slide suivante s'il vous plaît, que quand est-ce que ces dispositions rentrent en ligne de compte? Un principe, une exception. Le principe, deux exceptions. On est en droit français. En droit français, on pose un principe et on pose des exceptions. Le principe, c'est que cette nouvelle nomenclature d'établissements et services qui pose des enjeux collectifs et individuels que j'évoquais auparavant, rentre en ligne de compte au prochain renouvellement des autorisations. Comme la plupart des établissements et services aujourd'hui dans notre pays existaient avant le 2 janvier 2002, c'est-à-dire avant la fameuse loi du 2 janvier 2002, ils ont été autorisés jusqu'en 2017. Et en 2017, on a eu un renouvellement majoritaire d'autorisation jusqu'en 2032. Donc le principe, c'est tout le monde passe à cette affaire en 2032. Ça, c'est le principe. Donc on a le temps, un peu. Les exceptions sont au nombre de 2. Première exception, les créations ex nihilo d'établissements et services, c'est-à-dire les nouvelles autorisations doivent se fonder sur cette nomenclature, premièrement. Deuxièmement, la signature d'un CEPOM. À la signature d'un CEPOM, donc là encore clé de voûte du système, comme je le disais en formule, à la signature du CEPOM, on peut, en accord avec les autorités de tarification, s'imposer ce décret du 9 mai 2017 et se donner la possibilité, le cas le plus classique, c'est transformer des foyers de vie, des foyers d'hébergement et les autorisations en EANM ou transformer des foyers d'accueil mutualisés en EAM, totaux ou partiels. Voilà, en gros, comment est-ce qu'on a fait. Alors là, on va avoir quelques slides, mais vu l'heure, 11 heures, et pour laisser peut-être un peu de place au questionnement,
Je vais passer un peu vite sur… est-ce qu'on peut passer slide suivante? Encore? 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 Encore. Alors, attendez, excusez-moi, je vérifie. OK. Donc, ce slide, vous les aurez, hein, mais c'est une reprise vraiment du décret avec les nouveaux modes de catégorisation et comment est-ce qu'on passe de l'ancienne nomenclature à la nouvelle nomenclature. Donc, je préfère, c'est plutôt technique et pas complexe, donc je préfère passer vite. Deux mots quand même sur l'impact sur les décisions d'orientation. Alors, il faut faire le lien avec l'intervention précédente des responsables de la NDPH. Donc, le principe, c'est que cette nouvelle nomenclature des autorisations n'a pas d'impact direct et immédiat sur les décisions de la CDAPH. Néanmoins, par la suite, les CDAPH devront intégrer le fait que les autorisations auront une portée plus large et que les notifications devront à ce moment-là mieux définir les besoins et prévoir la possibilité d'adaptation des accompagnements. Donc, dans ce contexte-là, la diversification des modalités d'accompagnement par un même établissement permettra une marge d'adaptation des lieux et des périodicités de prise en charge. Donc, par contre, et j'insiste parce que ça a été une sorte de fantasme, il y a des fantasmes dans cette affaire. Hein. Le fantasme, c'est Séraphin, c'est de la Télésa médico-sociale. Non, c'est pas vrai. Et l'autre fantasme, c'est de dire la réforme des autorisations a finalement délégué, a fait que les MDPH et les CDAPH ne servent plus à rien et a délégué la compétence de la CDAPH à l'établissement de service. C'est faux. C'est bien encore le CDAPH et les MDPH qui gardent effectivement une compétence là-dessus. Donc, en synthèse sur cette affaire et cette réforme des autorisations, slide suivante s'il vous plaît, finalement, si on devait ultra synthétiser cette affaire, on dirait en fait que dans ce basculement de l'ancienne nomenclature des autorisations aux nouvelles nomenclatures d'autorisation, tout ça se traduit par ce que j'appelle moi une triple plasticité. Alors, la plasticité, c'est, j'insiste, hein, c'est pas un terme juridique, c'est un terme que moi j'utilise pour évoquer ça. Et je considère effectivement que cette réforme relève d'une triple plasticité. Une plasticité que je qualifie d'horizontale, puisque en basculant de l'ancienne nomenclature à la nouvelle nomenclature, les établissements et services médico-sociaux pour personnes en situation de handicap pour enfants et adultes offriront, sauf si leur autorisation le dispose expressément autrement, l'ensemble des modes possibles de prise en charge depuis l'hébergement complet jusqu'à l'accompagnement à domicile. Donc, je ne l'ai pas détaillé parce que c'est sur les slides que j'ai passé très vite, mais ça veut dire concrètement qu'il n'y a plus d'internat, semi-internat, etc. Il y a une réponse. Une réponse. Si l'usager a besoin d'une réponse en internat, la réponse est d'internat. Si l'usager a besoin d'une réponse en externat, la réponse est d'externat. Il n'y a plus de place d'accueil temporaire dans les autorisations. Il n'y a plus tant de places dont accueil temporaire. Il y a des places, des réponses, et si le besoin, c'est de l'accueil temporaire, la réponse est de l'accueil temporaire. Et allons jusqu'au bout de la logique, tous les établissements ont aussi du domicile. Si le besoin, c'est du domicile, on va au domicile. C'est sur la base de ce décret qu'on peut aujourd'hui faire des expérimentations sur des masses à domicile. Donc, il n'y a plus, une fois de plus, de spécificité de mode de prise en charge. Ça, c'est la plasticité horizontale. La plasticité que je qualifie de verticale, c'est de dire que la liste des publics au bénéfice desquels les établissements pour enfants et adultes peuvent être spécialisés est considérablement simplifiée. Donc, il n'y a plus de barrière d'âge. On n'est plus sur 12-14, etc., etc. On est sur les enfants, etc. Donc, là aussi, on a rendu les choses plus plastiques, plus globales. Et donc, du coup, on saucissonne beaucoup moins les pathologies et les besoins des usagers. Et puis, la plasticité transversale, c'est que ce décret, une fois qu'on a basculé dedans, rend possible, pas obligatoire, mais rend possible l'expression d'une capacité globale en nombre de personnes accompagnées simultanément et non plus en nombre de lits, qui renvoie à la logique de file active. Donc, sur un IME qui fonctionnait avant sur la base de 60 places en internat, avec cet internat-là, en faisant de l'accueil temporaire, de l'accueil séquentiel, de l'accueil ordinaire, etc.,
finalement, à la fin de l'année, j'ai pu apporter possiblement non plus 60 réponses avec 60 places, mais 70, 80 réponses. C'est la logique de la file active. Donc, c'est tout ça que dit ce décret, hein, qui est un décret à la fois très simple, il est très court, il y a 3 ou 4 articles, mais il est éminemment stratégique. Puisque si on met en bout à bout cette plasticité horizontale, il n'y a plus de type d'accueil dans l'autorisation, il y a un besoin des usagers et il y a un acteur qui répond aux besoins des usagers, quelles que soient les modalités. Plasticité horizontale. Il y a la plasticité verticale qui fait que moi, je suis plus un IME qui m'occupe des 8-12 ans. Je suis un IME. Point stop. Et je suis donc, au titre de la plasticité horizontale, je suis un IME et aussi un CESAD. C'est-à-dire que si le besoin de l'usager, c'est du domicile, je vais lui offrir du domicile. Et c'est pour ça que le décret prévoit que le CESAD n'existe que en termes d'autorisation, que s'il n'est pas rattaché à un IME. S'il est rattaché à un IME, mon CESAD, il disparaît en tant que tel. Il n'est plus un CESAD, il est un IME qui fait de l'intervention à domicile. Plasticité horizontale. Et puis la plasticité transversale, c'est celle qui renvoie à la file active. Slide suivante. Et là encore, je vais essayer de vous démontrer qu'on passe dans une logique d'inversion du modèle, comme on l'a fait en matière de tarification. On est passé d'un modèle classique d'autorisation avec la fusée à 3 étages de M. Bauduret, hein, de la loi du 2 janvier 2002. L'autorisation, premier étage de la fusée. L'habilitation, deuxième étage de la fusée qui se traduit par la tarification. C'est l'habilitation en droit qui fait tarification. C'est parce que l'assurance maladie m'habilite que l'ARS va me tarifer. C'est parce que l'aide sociale départementale m'habilite que le département va me tarifer. Et éventuellement, mais ce n'était pas obligatoire, on pouvait faire une convention complémentaire à l'habilitation de l'aide sociale. Ça s'appelle un contrat aussi aujourd'hui, hein. Et c'était un étage, un troisième étage qui n'était pas obligatoire. Le premier étage, le seul étage obligatoire, c'était l'autorisation. Dans le champ des péages, l'habilitation était de fait obligatoire. Le contrat ne l'était pas. Ça, c'était le modèle classique de l'autorisation. Et là, on passe avec ce décret à un modèle inversé. Slide suivante, s'il vous plaît. Le modèle inversé, c'est qu'on reste effectivement sur un socle obligatoire d'autorisation, mais au milieu, puisque cette réforme des autorisations passe par le CEPOM, au milieu, on met le contrat, qui passe de la troisième étape à la deuxième étape. D'accord? Donc, ce contrat, c'est le fameux CEPOM obligatoire qui va se traduire après par le PRD et le RRD. Et ce contrat, il va définir, sur la base du travail de Séraphin, des nomenclatures, de la base budgétaire et du coefficient, ce que j'appelle le coefficient de corrélation, c'est-à-dire l'élément qui va déterminer comment, en termes budgétaires, je passe de l'année N à l'année N+1, de l'année N+2 à l'année N+2, etc. La tarification en troisième niveau. Donc là aussi, sur la réforme des autorisations, de façon très cohérente avec la réforme de la tarification, hein, c'est la logique que j'évoquais en préambule d'interdépendance. Toutes ces réformes-là sont interdépendantes et extrêmement cohérentes les unes avec les autres. Alors, sur ce sujet-là, réforme des autorisations comme tout à l'heure, quels sont les enjeux et les quelques points de vigilance qu'on peut repérer? Slide suivante, s'il vous plaît. Encore. Voilà. Donc, alors, on est allé trop vite. Voilà. Quelques enjeux et points de vigilance. Premier enjeu, la gestion des parcours ne peut pas se résumer à l'accroissement de la variété de l'offre et de services plutôt que son volume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux rendre les autorisations les plus plastiques du monde à un moment donné dans notre pays. Et c'est pour ça aussi qu'on va en Belgique. Hein, je rebondis sur ce que disaient nos amis de la NDPH tout à l'heure. Si on va en Belgique, c'est qu'il manque des places aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut rendre les places les plus plastiques, les plus souples, les autorisations juridiques les plus souples possibles. On a quand même dans notre pays un problème d'offre. Et ça, il faudra à un moment donné le régler, même si on est aussi dans un pays qui reste quand même très ambitieux en matière de création de places. Il faut aussi le rappeler. Deuxième enjeu, l'impact sur les procédures d'admission. Là, il va y avoir un sujet. Aujourd'hui, en droit français, lorsque j'ai une orientation IME, j'ai droit à une place d'IME, principe. C'est-à-dire que j'ai une orientation IME donnée par la NDPH, je frappe à la porte de l'IME, le principe, c'est que l'IME ne peut pas refuser ma prise en charge. Il ne peut pas. Principe. Deux exceptions. Il peut néanmoins refuser, donc, sur la base de deux exceptions, la capacité et la spécialité. La capacité, c'est simplement de dire, moi, je suis autorisé pour 60 places, j'ai déjà 60 usagers, je ne peux pas en prendre un 61e. On voit bien que, à la lecture de la plasticité transversale, cette exception, elle explose en plein vol. Donc, je ne pourrais plus, moi, gestionnaire d'établissement, président de la commission d'admission, directeur d'établissement, au titre de la plasticité transversale, mon exception
ma possibilité de refuser une prise en charge sur la base de la capacité risque de poser plus de difficultés. Et puis la deuxième exception au principe aujourd'hui, qui fait que je peux refuser une prise en charge, c'est la spécialité, à savoir que le profil de l'usager ne correspond pas à ma capacité. Parce qu'il a besoin d'internat et que je fais pas d'internat. Il a besoin de semi-internat, je fais pas de semi-internat. Ça, quand on le relie à la lumière de la capacité horizontale, ça explose aussi. Hein. Donc, il va y avoir de fait et de droit un impact fort sur les procédures d'admission. Et c'était bien ça l'objectif. L'objectif, on l'a vu tout à l'heure, c'était prévenir les risques de refus de prise en charge. Troisième enjeu, cette triple plasticité, comme tout outil, s'il est mal utilisé, peut faire des établissements une sorte de fourre-tout difficile à gérer et à manager. Si on cumule plasticité verticale, plasticité horizontale et plasticité transversale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les établissements médico-sociaux, c'est des établissements qui vont pouvoir accueillir tout et n'importe, je vais utiliser le terme peut-être un peu brutaux, mais tout et n'importe qui dans n'importe quelle condition. Et nous, gestionnaires, nous, directeurs généraux, on ne sait pas faire ça. Parce que l'institution, c'est une institution quand même. C'est pas rien, une institution sociale et médico-sociale. C'est-à-dire, y compris dans la terminologie. Donc là, effectivement, ça va un peu bouleverser les éléments et la façon qu'on a de fonctionner. Quatrième enjeu possible, c'est de dire si les autorisations déspécialisent, peut-être que la tendance, ça va être que les gestionnaires, et en particulier les grands gestionnaires, ceux qui auront la capacité de le faire, disent moi je vais quand même spécialiser, c'est-à-dire je vais rentrer dans des logiques d'autorisation déspécialisée qui ne tiennent pas compte de spécialisation, mais à travers par exemple mon projet d'établissement de service, je vais quand même fermer les choses parce que je peux pas être un tout. Et donc peut-être ce qui va se passer, c'est que et c'est le risque, les établissements vont un peu se fermer par rapport à l'objectif ambitieux que constitue cette réforme des autorisations. Et puis, parce qu'à la base de tout ça, quand même, il y a aussi, il y a du droit, mais il y a aussi les excellents, parce qu'il y en a eu le rapport Vacher-Janet. Et il y avait une phrase importante et fondamentale de mon point de vue dans le rapport Vacher-Janet. Le rapport Vacher-Janet disait, auquel je me permets là encore de rendre hommage, c'est vraiment quelque chose de passionnant, et relire aujourd'hui le rapport Vacher-Janet à la lumière de ce qui s'est passé depuis est particulièrement instructif. Mais il y a une phrase dans le rapport Vacher-Janet qui me paraissait moi extrêmement intéressante, qui disait en France, on sait mesurer la répartition de l'offre, mais on ne sait pas mesurer la réponse aux besoins. On sait mesurer la répartition de l'offre, mais on ne sait pas mesurer la réponse aux besoins. C'était fondamental. Ça veut dire que dans notre pays, on sait qu'il y a tant de masses de maisons d'accueil spécialisées et on sait où elles sont, mais on ne sait pas si ça suffit pour répondre aux besoins. On ne sait pas qui frappe à la porte sans réponse d'une maison d'accueil spécialisée. On ne sait pas si une personne a une place dans une masse, mais que la réponse qu'on lui apporte dans cette masse est la bonne réponse. Et si cette personne-là n'aurait pas une meilleure réponse compte tenu de ses besoins dans une autre maison d'accueil spécialisée. Et ça, c'est fondamental. Et c'est la genèse un peu de tout ce qui est en train de se passer. Pour autant, le risque de ce décret, qui rendrait les autorisations plus plastiques et un peu de fourre-tout, c'est que finalement, on risque de toujours pas savoir mesurer la réponse aux besoins, tout en ne sachant plus mesurer la répartition de l'offre, puisque l'offre sera devenue extrêmement plastique, pour reprendre les termes que j'ai utilisés auparavant. Alors, dans ce contexte, puisqu'il est 11h14 et que je dois finir à 11h15, slide suivante, s'il vous plaît. En conclusion de tout ça, je peux dire, slide suivante, s'il vous plaît, et pour finir. Donc, le contexte aujourd'hui et les enjeux, les enjeux, c'est de faire avec des autorisations plus plastiques qui vont être de plus en plus portées par des dispositifs, eux-mêmes financés par un tarif de plus en plus global, tarif qui sera contractualisé, qui sera sans doute modulé en fonction de l'activité réalisée, c'est le décret du 27 juin 2018 qui le dit, qui relève d'une logique de ressources, ça c'est Séraphin qui va me dire, qui va viser une trajectoire financière, ça c'est le PRD qui nous dit, tout ça au service de parcours dans un objectif d'inclusion, ça c'est les orientations politiques qui nous disent. Voilà. Pardon d'avoir été très rapide et merci beaucoup. Un grand merci à vous, Monsieur Pommier, pour
cette brillante intervention. C'est vrai qu'on s'est dit tout à l'heure, c'était quand même un gros défi que de pouvoir traiter un sujet aussi vaste et complexe en aussi peu de temps. Vous avez tenu quand même les délais, merci beaucoup. On va prendre un tout petit peu sur la pause pour pouvoir prendre quelques questions. Il y a eu plusieurs questions qui sont arrivées sur le chat. Donc merci. La première question qui est arrivée, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque que les accueils perdent en personnalisation avec ce changement au niveau des autorisations? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les accueils, les accompagnements perdent en personnalisation? Alors oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant que sans doute les établissements vont avoir une tendance à se spécialiser. C'est pas d'ailleurs du tout de se spécialiser. Moi, je pense que y a rien de moins spécialisé qu'une maison d'accueil spécialisée. Et que lorsque effectivement on se donne pour objectif d'accueillir plutôt, je reprends l'exemple des maisons d'accueil spécialisées, du polyhandicap, de l'autisme, etc., y compris architecturalement, il faut penser les choses en conséquence. Et donc du coup l'idée que face à cette plasticité des autorisations, les établissements et services décident de dire nous on va vraiment se focaliser sur tel ou tel type de besoin avec un plateau technique adapté, une architecture adaptée, des modalités de prise en charge adaptées, etc. C'est tout à fait possible. Mais ça ne sera possible de mon point de vue, en tout cas dans un premier temps, que soit sur un territoire donné, que l'idée c'est que si on fait ça, il faut que quand on fait la somme des spécialisations, il y a une réponse à tout le monde et pour tout le monde. Sinon, on s'est trompé. Sinon, on n'a pas répondu à l'objectif initial. L'objectif initial, c'est on répond à tout le monde et on apporte des réponses à tout le monde. Donc, si effectivement la réponse apportée à tout le monde, c'est une spécialisation, ça ne sert strictement à rien. Donc, l'enjeu, c'est quoi de cette spécialisation? C'est soit une spécialisation proposée par des grandes associations qui vont gérer 10, 15, 20, 30 établissements et qui vont pouvoir à la fois spécialiser tel ou tel établissement, mais dire, nous, on va apporter des réponses à tout le monde, mais on va vous dire, la bonne réponse, c'est tel établissement, donc on ferme pas les portes, on les spécialise, mais on les spécialise, mais on les ferme pas. Première option, soit pour des associations plus petites qui sont mono-établissements et qui vont avoir de la difficulté à répondre à ces nouvelles obligations tout en se spécialisant, et là, c'est l'enjeu du territoire, c'est-à-dire qu'ils devront effectivement être en partenariat avec d'autres associations sur un même territoire, de manière à ce qu'on puisse articuler à la fois spécialisation, mais à la fois que cette spécialisation ne soit pas une barrière à l'entrée et qu'on apporte des réponses à tout le monde. Mais effectivement, c'est le risque, c'est tel que je l'évoquais. Alors, moi, j'appelais pas personnalisation, j'appelais ça spécialisation, mais je pense qu'on parle de la même chose. Merci. Une autre question. La réforme des autorisations est extrêmement intéressante pour la fluidité de parcours des personnes en situation de handicap. Le décret relatif au DITEP en est la preuve. On est sur la plasticité horizontale. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'est applicable que pour les établissements créés après 2017. Or, il y a peu de création d'établissements. Quant à la signature des CEPOM, elle semble peu propice à cette transformation des agréments. Donc, à votre connaissance, cette réforme est-elle vraiment mise en œuvre et va-t-elle s'accélérer pour permettre un parcours plus fluide des personnes en situation de handicap? Alors, parfaitement, elle n'est pas suffisamment mise en œuvre. Moi aujourd'hui, très concrètement, lorsque je rencontre en particulier des conseils départementaux et que je leur dis, moi, je ne vais pas vous lâcher avec les effets du 9 mai parce que pas de réponse, etc., ils sont un petit peu en difficulté parce que la logique de tout ça, derrière cette logique-là, c'est le tarificateur tarifié, le gestionnaire en général. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le tarificateur a posé un acte de tarification, et le fondement de l'acte de tarification, c'est l'acte d'autorisation. C'est-à-dire que tout ça est extrêmement cohérent, extrêmement lié, extrêmement interdépendant. Donc, dans ce contexte-là, les départements, on sait très bien, il ne faut pas leur faire affront, moi je comprends parfaitement, mais on sait très bien qu'en matière de tarification, les départements ont beaucoup de mal à lâcher prise, et des autorisations plastiques avec des dotations globales qui les empêchent de ce qu'ils appellent compter les couteaux et les fourchettes dans le cas des comptes administratifs, c'est pas encore totalement ancré dans leur culture. Donc l'analyse de la question est la bonne analyse. Oui, peut-être on a été trop prudent en disant on verra ça
on pose ça et on verra ça lors des prochains renouvellements, c'est-à-dire en 2032. Peut-être effectivement que l'idée de pouvoir anticiper les choses avec le contrat est une bonne idée. Est-ce que dans la pratique, les autorités de tarification se le sont suffisamment appropriées? La réponse est non. Et on a tous un rôle à jouer là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que chacune de nos associations comprenne ce décret, y voit un intérêt et puisse défendre à la signature d'un de ces POM l'intérêt d'y rentrer de plein pied. Enfin, moi, c'est ma stratégie dans la structure que je dirige aujourd'hui, mais que depuis 6 mois, mais ça a été ma stratégie dans les directions générales que j'ai eues auparavant. Et je n'ai pas eu à le regretter. Voilà. Donc là, c'est y compris la coordination 95, qui a un rôle majeur à jouer dans ce cadre-là. Il faut pousser les autorités de tarification à s'approprier ce décret. Et effectivement, ce qui se passe sur le DITEP, à mon avis, est un exemple très illustrant alors avec c'est pas le paradis total les DITEP, hein, il se pose des questions, mais je trouve que ça participe à démontrer que le décret est une bonne idée. Merci. On va prendre une dernière question. Désolé, on peut pas prendre là toutes les questions, mais il faut qu'on tienne quand même le timing de notre journée. Une dernière question. Peut-on alors parler de fusion entre les services d'hébergement, internat et services d'accueil temporaire, notamment sur les IME? Ah oui, clairement. Enfin, oui. Dès lors que l'autorisation est changée, il n'y a plus, d'internat, semi-internat. Voilà, il y a plus d'accueil temporaire. Il y a un usager qui frappe à la porte. Il y a des besoins et des aspirations, être pris en charge, par exemple, le lundi, le mardi, mais pas le mercredi et le jeudi. Et donc, la réponse qu'on apporte, c'est le lundi, mardi. Alors, ça pose des questions organisationnelles, architecturales, éthiques. Ça veut dire effectivement qu'une même chambre, un même lit va potentiellement être utilisé par 2 ou 3 personnes au cours de l'année, par exemple, en articulation. Voilà, ça pose plein de questions, hein, et des questions qui renvoient aussi à l'éthique. Hein. Ça va obliger les directeurs possiblement à faire, pardon d'être trivial, mais à jouer au Tetris un peu. C'est-à-dire, vous savez, ce jeu où il faut remplir des cases parce que derrière ça, il y a une activité à produire. Et il y a un décret du 27 juin 2018 qui nous dit que si vous n'avez pas fait l'activité contractualisée, vous allez être sanctionné à hauteur de la moitié de la différence. Enfin, j'ai pas eu le temps de le traiter. Voilà, donc ça complexifie les choses. Mais l'enjeu, c'est que c'est l'établissement qui doit s'adapter à l'usager et plus ou pas l'usager qui s'adapte à l'établissement. Très bien. Mais écoutez, un grand merci et bravo pour cette intervention très, très claire. On va s'arrêter là. Je suis désolé, il y a eu plein d'autres questions, mais on n'a pas le temps malheureusement de répondre à tout le monde. On vous propose une pause d'1 quart d'heure et on se retrouve dans 1 quart d'heure pour l'intervention donc de Monsieur Gacouin sur l'évolution du secteur médico-social vers des plateformes de services et évolution du management. À tout à l'heure dans 1 quart d'heure.